Merci d'être venu. Alors moi, je suis Gaël Blondel, je travaille pour la Fondation Eclipse. Je fais de l'open source depuis 2004. À l'époque, j'avais créé une société. Et je travaille pour la Fondation Eclipse depuis 2013, où je suis maintenant un des dirigeants de la fondation, qui a la particularité, cette fondation, qui est que on a décidé en 2020 fin 2020, on a décidé de déménager la fondation, qui était une organisation établie dans le Delaware, de la déménager en Europe. Et donc aujourd'hui, la fondation Eclipse, c'est Eclipse Foundation AISBL, qui est basée à Bruxelles. Et on a maintenant je dirais la plupart de nos nouveaux projets sont des projets qui sont hébergés sur nos serveurs GitLab qui sont en Europe chez OVH. Ils sont même en France en fait. Ceux d'entre vous qui connaissent Eclipse, parce que c'est toujours intéressant, c'est quand même, je pense qu'on a quand même un nom que tout le monde connaît, mais tout le monde n'a pas nécessairement l'idée de ce qu'est la fondation Eclipse aujourd'hui, plus de 20 ans après la création du projet Eclipse. Donc le projet Eclipse, c'était en 2001. Aujourd'hui, la fondation Eclipse, on fait des outils, mais on a toujours les outils Eclipse traditionnels, mais on fait aussi des outils cloud-based. Donc on a en particulier un projet qui s'appelle Eclipse Theia qui permet de faire du développement dans le web. C'est assez intéressant. Et depuis 2010, on a développé nos activités pour proposer de l'open source, de créer des consortiums open source. J'ai compris que vous en parliez un peu à la fin de votre table ronde, de créer des fondations, etc. Je pense que c'était par rapport au sujet de Simon, mais de créer des fondations open source, des consortiums open source autour de l'IoT, du edge computing, autour de l'automobile. Donc c'est ce dont je vais parler aujourd'hui un peu plus précisément. On a beaucoup de choses autour du langage Java qui sont chez nous aujourd'hui. Je pense que toutes vos entreprises utilisent des JVM, des Java Virtual Machine qui viennent de chez Eclipse maintenant. C'est le projet Adoptium qui avant s'appelait Adopt OpenJDK. On démarre des choses autour de l'intelligence artificielle, on fait de plus en plus de choses autour du cloud et aussi les operating systems. Juste, bon, c'est peut-être un peu tard dans la journée, mais j'aime bien, moi, vous donner un peu ma vision de ce que j'entends par les termes open source. Et en particulier, un élément autour de l'open source, c'est que finalement, l'open source et le free software, c'est la même chose. Il n'y a qu'une définition depuis 1984, c'est celle des 4 libertés, et que la définition de l'open source, ça a dès le début été conçu comme étant finalement une façon de marketer le free software. Et peut-être, bon, ça, c'est les 2 slides précédents, c'était des choses qui vont peut-être pas vous apporter grand-chose, mais de mon point de vue, même si on est ici avec beaucoup de développeurs, avec beaucoup de hackers, etc., avec aujourd'hui, l'open source est un moyen de donner certainement plus de pouvoir à ces développeurs. De mon point de vue, faire de l'open source, c'est aussi faire de la gestion de la propriété intellectuelle. Et il y a toujours une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on va publier en open source, qu'est-ce qu'on va publier, qu'est-ce qu'on va garder en logiciel propriétaire, etc. Et sur ce sujet de la gestion de la propriété intellectuelle, bon, software aid the world, on est tous d'accord. L'open source, donc aujourd'hui tout est software defined. On a les software defined network, on a vous construisez les mêmes choses. Et donc, je vais parler un peu plus tard d'un projet chez nous qui s'appelle Software Defined Vehicle. Mais un élément sur lequel j'aimerais peut-être dire 2 mots, parce que c'est un angle qui me semble intéressant, c'est l'idée que finalement, les technologies, le fait de mettre à disposition gratuitement et librement dans un cadre juridique qui permet à tout le monde de les réutiliser, des technologies, ça a quand même changé notre vie dans les 30 dernières années. On a ici Tim Berners-Lee et Vint Cerf qui sont respectivement des personnes importantes à mon avis, parce que le monde qu'on connaît aujourd'hui, il ne serait certainement pas le même sans le web et sans Internet.
Et c'est pas et c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que c'est pas parce que c'était des bonnes technologies, parce que je pense à l'époque il y avait aussi d'autres bonnes technologies autour de tout ça. Mais par contre, c'est parce qu'elles ont été mises à disposition via l'IETF, via le World Wide Web Consortium, et mises à disposition en termes de spécifications gratuitement réutilisables, etc., qu'aujourd'hui, notre monde est ce qu'il est. Et donc, cette idée qui est que free technologies are game changers, je pense que ça a changé notre monde, mais ça peut aussi changer votre industrie. C'est un peu ça l'idée. Je pense que ça doit potentiellement rejoindre certaines des choses que vous avez aussi en tête. Voilà, l'open source c'est mainstream. Bon, il n'y a pas nécessairement besoin de le rappeler, mais ça, c'est toujours intéressant. Aujourd'hui, suivant les personnes à qui on parle, on estime que 75% de tout le code qui est utilisé est open source, ou jusqu'à 90% suivant les personnes à qui on parle. Et pourquoi l'open source est devenu mainstream? Je pense qu'il y a deux sujets fondamentaux là-dessus. C'est le déploiement et la collaboration sans limite. Donc, voilà, quand on a des architectures IoT, quand on veut créer des collaborations au niveau international, on a besoin aussi dans le cloud, on a besoin parce qu'on a des milliers voire des millions de serveurs ou de devices, on a besoin de ce côté royalty free. Et puis il y a aussi le côté adoption et innovation. Et ça, sur l'adoption et l'innovation, l'open source est un vecteur d'innovation et d'adoption considérable. Après, ce que j'aime bien aussi dans notre positionnement, c'est l'idée qu'il y a des dizaines de façons de faire de l'open source. Et en fait, dans ces façons de faire de l'open source, il y a bien sûr pousser du code sur GitHub. C'est une façon. C'est pas nécessairement la plus pertinente à mon point de vue. Juste pousser du code sur GitHub, c'est bon, et mettre une licence dessus, c'est un peu le niveau zéro de l'open source. Après, il y a le single vendor open source. C'est en fait quand une entreprise va garder toute la propriété intellectuelle. Et on a vu, et ça me semble important, on a vu dans les dernières années, c'est aussi un des sujets sur les travaux du TOSIT, mais on a vu dans les dernières années un certain nombre d'entreprises qui refermaient leur code. Et en gros, mon conseil, c'est quand il y a besoin de signer un CLA pour participer à un projet open source, c'est plutôt mauvais signe. Et puis il y a les fondations, et donc la différence entre les fondations et les autres modèles. Donc moi je donne l'exemple de la fondation Eclipse, mais c'est vrai aussi pour d'autres fondations. C'est qu'en fait nous sommes une non-profit, nous sommes des organisations à but non lucratif dont le but est d'assurer la pérennité des projets. Et ça fait la différence. C'est vraiment l'idée dans nos statuts. On est là pour faire que les projets soient vendor neutral, pour que les projets soient pérennes. Tant que quelqu'un veut utiliser un projet, il peut l'utiliser. On a des exemples concrets de projets qui ont été abandonnés par une entreprise qui avait amené ce projet chez Eclipse. Et en fait, la communauté, au bout d'un moment, a dit mais nous, on a besoin de ce projet. Et on les a, nous, dans notre rôle de fondation open source, on les a aidés à rebooter le projet avec de nouvelles... avec de nouveaux développeurs, de nouveaux committeurs. Je reviens, il y a aussi des éléments qui sont très importants, c'est qu'en fait, c'est des éléments sur lesquels on ne veut pas négocier, c'est qu'en fait, tout projet doit respecter ces bonnes pratiques open source, qui sont la transparence. Donc toutes les décisions prises dans un projet, elles doivent être publiques. L'ouverture, tout le monde peut participer à un projet. Et la méritocratie, il faut prouver qu'on peut participer, qu'on a la volonté et les savoirs techniques et les savoir-faire pour participer à un projet. Juste avant de venir à SDV, un sujet sur lequel on me pose souvent la question, c'est
les business models, et j'aime bien citer Simon Phipps qui sera là demain pour parler de open source et open standards. Je vous conseille, ce sera un talk de 20 minutes dans l'après-midi. Mais c'est que l'open source n'a pas de business model. Après, il y a des sociétés qui font des business models en utilisant de l'open source. C'est un sujet complètement différent. Et aussi, il y a pas, un élément qui est qu'il n'y a pas, et je pense que c'est un élément important pour les entreprises comme vous, il n'y a pas de lien direct entre un choix de licence et un business model. La plupart des licences permettent de faire la plupart des business models, avec quelques contraintes parfois, mais c'est pas non plus la plupart du temps rédhibitoire. Après, pour gagner de l'argent avec l'open source, il y a deux approches. Il y a une approche qui est de faire des revenus autour de projets qui sont basés sur de l'open source, et une autre approche qui est d'économiser en travaillant ensemble pour créer par exemple des plateformes. Et je pense que, en tout cas, nous, à la Fondation Eclipse, c'est cette deuxième approche qu'on aime bien utiliser, qu'on aime bien promouvoir avec des partenaires industriels, qui est l'idée que finalement, l'open source, ça fournit malgré tout un cadre juridique, légal, de collaboration, etc., pour des entreprises qui veulent collaborer, créer un niveau de plateforme collaborative qui soit accessible à tout le monde, mais aussi, la plupart du temps, pouvoir créer des produits ou des services au-dessus de ça. Et nous, en fait, tout notre cadre juridique, tout notre cadre de gouvernance est orienté vers cet objectif. Donc, c'est vraiment assurer la neutralité dans les développements, assurer que tout ce qui est en termes de propriété intellectuelle est correct, qu'il n'y a pas de problème de compatibilité de licence, etc. Un nouveau sujet sur lequel on pousse, et j'ai un collègue qui a un talk demain sur le sujet, c'est la sécurité. Donc la sécurité de la supply chain de l'open source. Parce qu'en fait, pendant longtemps, on a dit l'open source, c'est bon pour la sécurité. Et puis, il y a eu OpenSSL, il y a eu Log4Shell, etc. Et en fait, on s'aperçoit que l'open source n'est pas nécessairement quelque chose qui pose un problème pour la sécurité, mais c'est cette nouvelle prédominance de l'open source, le fait qu'il y ait de l'open source partout, qui fait qu'on a maintenant à gérer des problèmes de sécurité spécifiques à l'open source. Et puis, juste par rapport à cette idée de modèle de collaboration et de business model, je voudrais revenir 2 minutes sur ce slide, c'est John Svensson, qui était en charge du groupe de la division qui a publié Eclipse, l'IDE Eclipse en 2001. Et en fait, quelque part, ils ont investi 300 millions de dollars dans Eclipse au total, ce qui est quand même significatif. Après, pour une entreprise, c'est significatif, mais pour un groupement d'entreprises, ça peut être des choses accessibles. Mais ils ont investi 300 millions de dollars pour complètement un peu révolutionner le monde des outils. Mais ils estiment que ça leur a permis, entre le chiffre d'affaires qu'ils ont fait au-dessus d'Eclipse et puis surtout les économies qu'ils ont fait d'échelle en alignant tous leurs collaborateurs autour de la collaboration sur un projet open source commun, qu'en fait, en investissant 300 millions de dollars, ils ont gagné 2 milliards. Donc ça peut être... après, c'est à la taille d'une boîte comme IBM, mais voilà, c'est pas... Il y a les effets de réseau, il y a les effets d'embarquer d'autres organisations, de créer complètement un écosystème. Et puis, un élément intéressant aussi, c'est qu'en fait... ouais, je vais vous le dire là-dessus. Un élément intéressant, c'est que si on regarde aujourd'hui la plupart des grands projets open source, ils ont été créés en réaction à une menace pour une industrie. Donc IBM, par exemple, pourquoi ils ont créé l'Eclipse IDE il y a 20 ans? C'est parce que Microsoft devenait trop bon sur les outils de développement. Et en fait, parce que Microsoft commençait avec Visual Studio, etc., à conquérir plus de développeurs. Et qu'en conquérant plus de développeurs, le risque pour IBM, c'était que les développeurs, finalement, ils développent pour du Windows Server au lieu de développer pour des Unix, etc.
Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on voit qu'il y a malgré tout une menace, mais que l'open source peut être un moyen de répondre à cette menace. La façon dont OpenStack a été créé, c'est parce que la NASA et Rackspace voulaient avoir une alternative à Amazon Web Services. Et Kubernetes a très certainement été créé pour les mêmes raisons par Google, pour avoir une alternative, pour limiter la croissance exponentielle d'Amazon. Et dans le... Et ça, c'est mon dernier slide avant de passer au sujet de l'automotive. Quelque chose, par contre, qui est différent aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, sur l'open source, c'est qu'en fait, initialement, l'open source a été beaucoup vu comme une approche de commoditisation, c'est-à-dire de réduction des coûts. Alors qu'aujourd'hui, on voit que dès qu'il y a un nouveau sujet qui arrive, il y a des alternatives open source qui arrivent. En particulier dans tout ce qui va être middleware, infrastructure, etc. Je dirais depuis le big data, en gros, où il y a tellement de projets big data à la Fondation Apache. Depuis le big data, le cloud, on a des projets en open source. L'IA, on a des projets en open source. Et je pense que tous les nouveaux sujets qui arrivent, on a des projets en open source. Et donc, comment ça s'applique à l'automotive? Et c'est là que je vais vous parler, j'ai une petite dizaine de minutes pour vous parler de notre Software Defined Vehicle Working Group. Et qu'est-ce que c'est d'abord un working group de la Fondation Eclipse? En fait, c'est comme une foundation in a box. Donc, on fournit tout ce qu'il faut pour créer un consortium industriel sans avoir besoin de créer une organisation séparée, sans avoir besoin de définir une gouvernance séparée, etc. Et en fait, ça a une efficacité en termes de rapidité d'exécution, c'est-à-dire que typiquement, le sujet SDV, on a commencé à en parler avec les premiers membres fondateurs qui étaient Bosch et Microsoft en novembre 2021. Et en fait, on a été opérationnel avec, vous allez le voir, le premier meeting Community Day, etc. Il a eu lieu en juin 2022. Donc, c'est-à-dire qu'en 6 mois presque, on a réussi à créer quelque chose où on avait une vingtaine d'organisations. Et ça, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est inenvisageable si si les gens créent leur propre fondation. Parce qu'en fait, créer une fondation, ça veut dire définir une gouvernance, ça veut dire définir des statuts, définir des IP rules, définir toutes ces choses qui, en fait, prennent du temps, prennent beaucoup de temps de juristes, etc. Et là, nous, le but des working group Eclipse, c'est vraiment qu'on fournit une sorte de gouvernance clé en main pour permettre la collaboration autour de logiciels open source, avec la capacité de spécialiser cette gouvernance. Et en gros, les spécialisations qu'on va avoir, c'est tel groupe veut faire plus de marketing, donc il va définir un comité marketing. Tel groupe veut définir des standards, et donc ils vont avoir un specification committee qui, par exemple, va définir des standards. Et aujourd'hui, le mois prochain, on va avoir notre première spécification Eclipse qui va devenir un standard ISO, parce qu'on est devenu pass submitter à l'ISO. Donc on a ce chemin d'accélération qui fait qu'en quelques mois, on peut faire un standard ISO. Bon, on peut prendre un standard de la Fondation Eclipse et le transformer en standard ISO. Donc voilà, ça c'est tout ce qui existe. Et donc SDV, ça c'est les membres de SDV. Alors je vous disais, ça a démarré avec Bosch et Microsoft. Alors aujourd'hui, côté Bosch, c'est plutôt ETAS, leur division software. Mais on voit que on a... alors il y a beaucoup d'Allemands, parce qu'il y a peut-être aussi cette culture du consortium industriel en Allemagne. Mais on a aussi des Français, on a Capgemini dans le lot par exemple. Et on a déjà, au bout de quelques mois, un ensemble d'entreprises qui en fait se mettent autour de la table pour
collaborer en open source autour du sujet Software Defined Vehicle. Et on reprend les principes, transparence, ouverture, vendor neutrality. On promeut une approche qui, pour le coup, est potentiellement un peu différente dans ce domaine, qui est de dire, d'abord, on va faire du code. Alors, on va faire du code, et en fait, les gens qui participent, on attend à ce que les organisations dont le logo est sur la page précédente participent activement. C'est-à-dire que chacun a le devoir d'amener des projets. Et par rapport à d'autres initiatives qui ont défini des spécifications et qui ensuite peut-être ont plus tard voulu faire l'implémentation de ces spécifications, en fait, ce que j'appellerais plutôt l'approche classique. L'approche SDV, c'est vraiment de dire, OK, on n'a pas besoin on ne cherche pas un consensus dans SDV. On veut créer des stacks techniques. Il n'y aura peut-être pas une seule stack technique, il y en aura potentiellement plusieurs. On va avoir des distributions. On se dit que la distribution de Volkswagen ne sera pas la même que la distribution de Mercedes, par exemple. Ils vont avoir des choses différentes. Il y a des trous dans l'architecture qu'on va petit à petit, par des réunions, essayer de combler. Et aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, et on peut revenir à l'élément dont je parlais tout à l'heure, la crise qui induit ce genre de projet. On voit que finalement, un acteur comme Tesla sur le logiciel a un peu challengé le milieu de l'automobile. Et aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est à la fois une stack pour mettre dans le véhicule, mais aussi un certain nombre de choses qui vont être plutôt côté outils de développement. L'idée étant d'arriver à la capacité de pouvoir faire des mises à jour sur des véhicules en une journée. Donc on détecte un problème, on va être capable d'envoyer via software mise à jour over the air update, d'envoyer des mises à jour dans les véhicules le jour d'après ou 2 jours après. Donc voilà un peu tous les sujets sur lesquels on travaille, enfin sur lesquels les membres travaillent. Parce qu'en fait, nous, le rôle de la fondation là-dedans, qu'est-ce que c'est ? C'est de les aider à se rencontrer. Donc on organise des contribution day où en fait chacun est venu présenter son projet, etc. On en a organisé 2 pour l'instant. De les aider à onboarder leurs projets. Donc on a maintenant plus d'une dizaine de projets qui viennent de différents acteurs. On a des projets de Microsoft, de Bosch, de Iteration, de Cariad, etc. Ces projets-là, pour l'instant, il y a un certain nombre de projets qui déjà adressent les mêmes sujets. Donc on voit que dans les community days, en fait, on amène les gens à se dire tiens, peut-être que vous faites des choses similaires, mais un peu concurrentes. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas sur les mêmes langages de programmation? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas sur la même plateforme d'exécution? Est-ce qu'il y en a un qui va cibler un tout petit device et l'autre peut-être plus un computer plus sérieux? Donc voilà, on fait du GitLab, on a un site web, on a une mailing list qui est ouverte à tout le monde. Un workspace, on fait du Slack, on a des conférences Zoom toutes les semaines ou toutes les 2 semaines suivant les sujets. C'est présent sur Twitter, LinkedIn, etc. Et quelque chose qui est intéressant parce que je pense que par rapport à l'adoption des entreprises, ça me semble intéressant. C'est que finalement, depuis le mois de juin, je pense que ça, c'était il y a quelques mois, on a eu un certain nombre de supports directs à haut niveau dans les entreprises. Donc le CTO, par exemple, de Continental, qui dit, nous, on veut faire des choses autour du Software Defined Vehicle et on
on va rejoindre Eclipse Foundation pour aller collaborer dans SDV. Christophe Hartung, qui était le CEO d'Etas et qui maintenant est retourné chez Bosch, mais qui a montré aussi dans des conférences l'importance pour lui de cette initiative. Christophe Horn d'Accenture qui pareil dit ben voilà, en fait on a tous besoin de talents, d'avoir beaucoup de monde, et du coup comme une des façons d'adresser ça va être de collaborer en open source en fait. C'est-à-dire que je pense c'était l'année dernière ou l'année d'avant où en fait chaque constructeur automobile allemand allait dans des conférences spécialisées pour dire bah, nous on veut embaucher 5000 développeurs parce que le software maintenant ça devient important pour nous. Et en fait ils se sont retournés et puis ils ont bien vu qu'en fait ok ils embauchaient les développeurs des petits copains, mais ils n'avaient pas créé 15 000 vocations de développeurs software pour l'automobile juste en le disant, quoi. Donc il y a aussi cette menace-là qui est de comment on fait pour réussir à délivrer les choses dont on a besoin, quoi. Voilà. Et aussi, on a aussi pas mal de support de Microsoft là-dessus. Et ça vient à un slide que j'aime bien commenter, c'est que pour moi, l'open source, ça doit être un instrument de leadership. C'est-à-dire qu'il y a utiliser de l'open source, tout le monde le fait. Bon, ok, ça c'est facile. Il y a contribuer à de l'open source, c'est juste ne pas être stupide, parce que si on utilise de l'open source et qu'on n'y contribue pas, ben, on perd du temps, on perd de l'argent, on perd des moyens. Et puis après, il y a vraiment utiliser l'open source comme vecteur de leadership. C'est que moi, j'ai l'espoir qu'en Europe, on ait toujours la capacité à créer des super technologies. Et donc, le fait de les délivrer, de les produire en open source, de les publier en open source, que ça nous permette de pousser à l'adoption de ces technologies, à la fois en Europe, mais aussi au-delà. Et merci de votre attention.